L'épisode que vous allez suivre est sponsorisé par MH Mode Révolution, Prime Mortgage Financial LLC et le CISC, Centre Investigation et Sécurité Canada. Ce sont, je pense, ces valeurs qui m'ont conduit, qui m'ont porté et qui m'ont aidé à être aujourd'hui, entre guillemets, ce que je suis devenu, c'est-à-dire, on le verra plus tard, un journaliste de carrière et quelqu'un qui a été dans les coulisses du pouvoir. Mais ces valeurs-là, ce sont des valeurs qui ont été pour moi comme un guide, comme une boussole. Et ces valeurs-là, ce sont des valeurs qu'on tend à perdre aujourd'hui. Mais moi, je les ai gardées et elles m'ont accompagné tout au long de ma vie. La vérité, la dignité, donc pas jamais marcher tête baissée devant le monde, le respect, mais pas la peur. Tu respectes les gens, mais tu n'as peur de personne. Tu dis ce que tu penses sans hypocrisie. La transparence. Tu fais pas semblant. Le partage. Donc, moi, mes parents, comme j'étais le premier, c'était plus facile. Quand les autres sont arrivés, mes parents m'ont toujours dit, écoute, t'en as deux, tu partages, tu donnes un à ta sœur ou à ton frère et t'en gardes un. T'en as qu'un, à ce moment-là, tu coupes en deux. C'est comme ça. La solidarité familiale. Donc, c'était pour moi une valeur importante. La conscience. Parce que tôt ou tard, même si t'es chrétien ou tu l'es pas, tôt ou tard, c'est ta conscience qui te rattrape. C'est ta conscience qui te dit, écoute, là, je viens de faire une connerie. Ou là, écoute, j'ai bien agi. Puis la loyauté. Donc, on reste loyal aux gens. Si les gens t'ont fait du bien, tu t'en souviens. Si les gens t'ont fait du mal aussi, tu t'en souviens, normalement. J'ai eu la chance, à cette époque-là, de travailler aux côtés de Jude Célestin, au CNE. Et c'est là que j'ai compris les chiffres. On parlait de 300 000 blessés, de 220 000 morts. Mais moi, j'ai pensé qu'il y avait beaucoup plus. Il y a des familles qui ont enterré les leurs sans que le décompte ne soit fait. Et nous, au CNE, au Centre national des équipements, on a dû mettre en place des camions à Ben pour ramasser les cadavres et on a dû fouiller à la va-vite une espèce d'immense cratère, un gros trou au niveau de Titanien pour aller jeter les cadavres. C'était vraiment un cauchemar. Ce tremblement de terre, ça a été l'un des plus gros événements que j'ai dû couvrir en tant que journaliste. Plus tard, j'ai dû aider, guider, orienter un certain nombre de sauveteurs français qui étaient venus pour essayer de secourir le maximum de gens possible. Et dans ce tremblement de terre, il y a des histoires abracadabrantesques. Il y a des événements un peu incompréhensibles.
je me suis souvenu de deux événements qui m'ont marqué, moi. On était à Carrefour-Feuille avec les secouristes français en train de déblayer un bâtiment non loin de cette église catholique à Carrefour-Feuille. Ça faisait déjà 7 jours qu'on était dans cette maison en train de déblayer. Et au bout de ce 7e jour, aux alentours de 5-6 heures de l'après-midi, les sauveteurs ont retiré sain et sauf une petite fille de 9 ans. Et ça a été un bel événement. Ça a été une explosion de joie, tu vois. Dans ces moments-là, tu te dis que parce que moi, à un certain moment, je me demandais, mais quand même, 7 jours, on va rien trouver, on va rien trouver de vivant. Mais les sauveteurs avaient confiance, ils avaient foi, et ils ont trouvé cette petite fille de 9 ans qui est sortie toute seule, un peu ébahie, un peu hagarde comme ça, mais qui est sortie toute seule et qui savait même pas où elle se trouvait, qui était un peu perdue parce que ça faisait 7 jours qu'elle n'avait pas vu le jour. Donc pour moi, ça a été un événement exceptionnel. Un autre événement qui a été pour moi extraordinaire, mais dans l'autre sens, c'est que dans l'appartement où j'étais à Paco, il y avait un député qui était député à l'époque. Et lui, on était voisins. Il avait un chauffeur et son chauffeur habitait rue l'Alerte. Et son chauffeur avait une femme qui avait un bébé. 2 jours après le tremblement de terre, soit le jeudi 14 janvier 2010, on est allé à la rue l'Alerte pour essayer de déblayer cette maison, la maison du chauffeur, parce que sa femme se trouvait dans la décombre. Et sa femme, il parlait à sa femme chaque jour, et sa femme, au moment où la maison s'est effondrée, était en train d'allaiter le bébé. Donc, le bébé se trouvait dans son sein. Elle l'allaitait et la maison s'est effondrée. Donc, elle est couverte de gravats. Elle peut pas bouger. Donc, elle reste là. 2 jours plus tard, on arrive avec les sauveteurs français. On essaie de déblayer. Et finalement, on a réussi à extirper cette femme des gravats. Elle est sortie avec le bébé encore dans son sein. Mais quand elle est sortie, les sauveteurs ont vu que le bébé ne respirait plus. D'abord, comme tout père, il est jaloux. Et d'ailleurs, tout le monde qui passait dans Radio Caraïbe, tout journaliste qui passait dans Radio Caraïbe a toujours dit ça. Patrick Moussignac remet leur travail avec elle, mais surtout, son pas travail avec elle encore, il va pas remettre ou aller travailler avec l'autre radio. Il va pas remettre ou aller dans la concurrence là. C'est ça que fait qu'on a remarqué, majorité journalistes qui sautent dans la Caraïbe, qui quittent, soit il a fait Radio Payo, ou bien il a fait une autre activité qui pas radio. Parce que, généralement, qu'est-ce qui se passe? C'est pas tant Patrick Moussignac qui pas vrai qu'on va faire l'autre radio. Mais tellement Radio Caraïbe vient tant qu'on famille, il vient faire que même l'autre radio, même l'autre patron radio côté qu'a checké par la suite pour dire que OK, me quitte Caraïbe, d'aller travailler dans Radio pour là, la poser tête les questions, comment Patrick Moussignac après à ça? Et premier réflexe
nouveau patron ça, c'est d'abord appeler Patrick pour lui dire, écoute, moi j'ai un tel qui était dans la radio, il dit me quitter, ça passait avant, bah, etc. Monsieur vient demander pour ta rejoindre l'équipement, est-ce qu'on pensait, et évidemment Patrick Moussignac pas d'accord. Parce que en fait, il voudrait que tu sois toujours avec lui, même en étant ailleurs. Donc ça, c'est son côté paternel, mais jaloux aussi. Ensuite, je pense, et là, comme je l'ai dit tout au début, c'est mon avis, c'est mon opinion sur l'homme. Un homme que j'aime beaucoup, avec lequel j'ai beaucoup collaboré pendant plus d'une vingtaine d'années de ma vie. Donc, moi, je ne saurais dire du mal de Patrick Moussignac. Tout comme Patrick Moussignac ne saurait dire du mal de moi. Et là, dans cet épisode, je ne fais pas de critique, mais je pose le personnage. Et j'essaye d'expliquer ma relation avec l'homme, mais ma relation professionnelle, c'est-à-dire ma relation avec le patron. Donc, pour l'homme, je viens de vous le dire, pour moi, son principal défaut, c'est quand même cette jalousie de père aimant. Il voudrait que tu réussisses, mais il voudrait collaborer dans ta réussite. Si tu arrives à réussir sans lui, il se sent un peu trahi. C'est ça, ma perception et ma compréhension du personnage de l'homme, enfin un professionnel. Puisque j'ai collaboré en tant qu'homme avec lui, mais j'ai collaboré en tant que professionnel. À Caraïbes FM, la radio, elle a une histoire. La radio a été construite dans un contexte. Mais Patrick Moussignac a su s'adapter aux nouvelles réalités, a su adapter la radio au nouveau contexte qui se présente. Et ça a été sa force. Mais en tant que professionnel, Patrick Moussignac sonnait qui paraît par exemple papier. Nous entendons, par exemple, nous dit, on a fait une programmation. Maintenant, tu prépares, tu rédiges la programmation, ouvrez le bali par mail, l'y recevoir, là, oui, il recevoir. Mais c'est pas sûr que l'appli mail là. Ou imprimer document, ou venir avec, ou présenter lui, la prendre la main, mais là encore, c'est pas sûr que l'appli document. Sauf que, dans sa tête, il voit certaines choses que peut-être, ou même comme professionnel, ou pas, ouais. Et, justement, ça qu'on explique dans la programmation que li pas lia, ou que au bali dans le document que pas consulté, c'est peut-être ça que le pral fait, mais différemment de ça que vous-même vous te proposé là. Parce que li pral fait, ou même où était dans les règles de l'art, dans l'éthique, etc., mais lui, il va faire quelque chose qui s'adapte à la réalité dans laquelle il se trouve. Et c'est pour ça qu'on va joindre, par exemple, une édition de nouvelle tant qu'au Grand Boulevard, qui a battu partout, alors que une édition de nouvelle comme Grand Boulevard, normalement, pas une édition de nouvelle. Pendant que je quittais Radio pendant la période de campagne là, je n'avais pas grand-chose à faire. Et évidemment, je me retrouvais chaque après-midi devant la radio à la rue Chavannes. N'a pas de blague avec Nego. Et entre-temps, une certaine Anne-Merline, Eugène, a tenu la baraque, on va dire, de l'édition de 19-20. Mais chaque après-midi, m'obligeait, vine dans rue Chavannes quand même, vine by blague à monsieur. Et puis on joue. Pendant chita, après-midi, n'a by blague. Qui s'amène à la rue Chavannes? Kinkino. Kinkino arrive. Et bon, on se connaissait déjà. Et puis il me dit, bon, Jackie, j'ai besoin de toi.
pas vraiment moi. Wyclef a besoin de toi. Bon, Wyclef, je ne l'ai jamais rencontré de ma vie. Et je lui dis, mais par contre, il fait musique. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non. C'est dans ton domaine. Il a besoin d'un coach en communication politique parce que Wyclef, candidat. Bon. Maintenant, je lui dis, mais comment ça va se passer? Il me dit, écoute, si tu es d'accord, dans 4 jours, on doit se rendre à New York. Moi, j'ai une équipe que j'ai déjà constituée et nous avons voyagé avec l'équipe ça pour rencontrer candidats. Donc, si tu veux, tu m'accompagnes. OK. Je lui dis, pas de problème, je vais voir, je vais écouter ce que Wyclef a à dire. Donc, on prend l'avion 4 jours plus tard, direction New York. Dans cet avion, j'ai croisé Claude Roumet, j'ai croisé Garibodo, j'ai croisé un député, plusieurs députés, et on prend la direction de New York. On arrive à l'aéroport JF Kennedy. On vient nous chercher dans une Rolls-Royce et la plaque d'immatriculation était WJ, Wyclef Jean. Nous arrivons dans une grande propriété et là, on y est resté 5 jours. Il fallait rencontrer Wyclef, lui parler. Il nous a expliqué combien il aime ce pays. Et ça, je pense que moi, je n'en doutais pas. On en a discuté. Il a parlé politique, changement, etc. Qu'est-ce qu'il aurait voulu faire et tout. Donc, on a été un petit peu partout à New York, notamment à Broadway, où il fallait ouvrir la bourse de New York à Wall Street. Et ça a été le premier Haïtien à sonner cette cloche pour ouvrir la bourse de New York. On a été au studio où il a enregistré sa musique avec Shakira. On a rencontré Choubou, d'autres musiciens, etc. Donc ça a été la belle vie pendant 5 jours à New York. Et puis, il devait par la suite rentrer une semaine plus tard en Haïti. Il est rentré, donc je l'ai accompagné. On a été à Métropole pour lancer la campagne, etc. Mais il s'est posé un problème. C'est que, certes, Wyclef Jean a conservé sa nationalité haïtienne, n'a pas changé de nationalité, mais il se posait un problème de résidence. Il fallait qu'il réside dans le pays pendant 5 ans avant d'être candidat à la présidence, ce qui n'a pas été le cas, ce qu'il n'a pas été en mesure de prouver. Donc, le 17 août 2010, pendant que nous étions finouement, c'est-à-dire en préparation campagne, etc. On a l'inscrit son bail tête chargée. Il y avait Isolant avec Garibodo qui était à la tête de Gênes Corrigène. Donc, barricade crew était accompagné. Donc, c'était bail tête chargée. Donc, on avait traîné des dizaines de milliers de personnes juste pour son enregistrement à la campagne. Donc, on a tout de suite vu que si c'était pour la majorité populaire, eh ben, Wyclef Jean, l'étape, pendant que t'es fait le président. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le 17 août 2010, CEPA, évidemment, Baïkané, pour défaut de résidence. Ce gouvernement n'a pas pu rester longtemps parce qu'il était, comme on pouvait le comprendre, miné de l'intérieur. Et c'est pas un jeu de mots que je veux faire avec le ministère de l'Intérieur. Parce que Laurent Lamotte se considérait comme un ayant droit de ce pouvoir. Thierry Maillard-Paul se considérait comme un ayant droit de ce pouvoir.
Et ils ont même dit, j'étais pas là, mais c'est vraisemblable que au moment d'être choisi comme Premier ministre, Sophia Martelly et Thierry Mayar-Paul avaient demandé à Gary Coney de signer une lettre de démission et que yo même les yo besoin d'émission, il y a juste daté lettre là et à ce moment-là, ça aurait été acté. Donc, ce gouvernement était miné de l'intérieur. Laurent Lamotte était plus fort. Thierry Mayar-Paul était plus fort que Gary Coney. Ils l'ont donc mangé. Et c'est là la jungle dont parlait Jacques Chirac. C'est la loi de la jungle. Celui-ci a remis sa démission, Gary Coney, donc, le 24 février 2012, après une réunion qui était organisée avec majorité parlementaire là, dans la résidence Premier ministre. On aura l'occasion de revenir sur cette réunion en détail dans les prochains épisodes. Mais d'entrée de jeu, Gary Coney arrivait, non primature, non administration publique, les joint un ensemble de contrats qui signaient, des contrats mais vraiment mal fagotés, avec cette histoire de CIRH. Donc, il décidait assainir l'administration publique là, il décidait d'abord, pour le dire la Cour des comptes, mener enquête sous contrat ça yo, et pour la plupart invalider yo. Donc Gary Coney s'attaquait directement. Gary Coney t'a fourré dans la poche. Monsieur ayant droit, mettre pouvoir yo. Yo pas de cas tolérer ça. Donc la première dame n'était pas vraiment satisfaite de sa caricature à elle. Donc, évidemment, c'est à partir de là que le bas commençait à blesser. Elle a fait savoir au PM qu'elle n'était pas satisfaite de sa caricature. Donc, on a essayé de lui faire comprendre que, écoute, première dame, c'est une caricature. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est pas une photo. C'est une caricature. Dans une caricature, tu peux pas être belle, comme on dit. Donc, voilà. Mais elle était pas vraiment contente. Elle était pas vraiment contente. Et elle l'a peut-être fait savoir au PM. Donc, deuxième semaine de décembre, le PM nous demande de surseoir à la livraison des calendriers. Bon, okay, on sursoit sur ordre du PM. Mais nous, on était satisfaits du travail. On pensait que, au lieu de se faire critiquer par les autres, vaut mieux faire son autocritique. Donc, au lieu de se faire caricaturer par les autres, on voulait d'abord nous caricaturer, c'est-à-dire caricaturer, les membres du gouvernement, mais en mettant en lumière leur réalisation. C'était une stratégie de communication comme une autre, mal comprise peut-être par la première dame, mais ça allait rejaillir sur nous. Donc on était là et il arrive et c'est là que je l'attrape et lui dis bon ben là il faut qu'on discute, il faut qu'on parle. Je lui ai dit ah mon cher m'dan des ou dit yo dit que rumeur là c'est de où que le parti que on prend 1 million de goud dans le projet calendrier. Il dit non, c'est pas lui, c'est quelque chose qu'il a entendu, etc., etc. Je dis ok, mais toi, tu me connais bien. Donc si tu entends ça, déjà tu aurais pu
m'appeler pour m'en parler. Il dit non, écoute, j'en ai parlé à Patrick, donc comme j'en ai parlé à Patrick, je pense que je t'en ai parlé et tout. Donc c'est là que je lui ai dit, écoute, j'ai compris ce qui s'est passé, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tout de suite après ma démission, il a été voir le PM pour lui demander de lui donner mon bureau et ma place. Donc il a été nommé par la suite membre de cabinet chargé de la communication et de la jeunesse. Donc c'est là, comme j'étais au courant de tout ça, donc là je lui ai dit, écoute, mon cher, on me dit un bagage. Ou son est qui ou? Eh bien pour moi c'est ou, mais ou pas droite. Donc, tôt ou tard, ou a bien pour baisser quand même. Et je lui dis, moi, à chaque fois que je te verrai, ce ne sera pas à moi de me lever ou de lever la tête pour te saluer, mais ce sera à toi de baisser la tête pour me saluer. Donc aujourd'hui, on est en 2024, donc cela fait 13 ans. Aujourd'hui, Garibodo est sanctionné par l'ONU, par le Canada, par les États-Unis pour des actes de corruption, pour enrichissement illicite. Et moi, je suis en train de vous présenter ce podcast. Le fameux projet Gouvernement Lakayou. Projet ça, c'est déplacer les autorités de Port-au-Prince, les ministres, le Premier ministre, sous une région et fait un focus sur potentialité région ça, concevoir, rédiger des documents de projet, joindre l'agent généralement dans le Fonds Petro-Caribéa pour financer projet ça. Gouvernement Lakayou à tous, c'était, il faut le dire, un véritable show médiatique, parce que c'est pas facile que des paysans ou des gens qui dans la région, dans le milieu, et ont petit gens reculé, joignent autorité ça facile comme ça pour poser aux questions, parler avec eux, etc. C'était un show médiatique. Et moi qui suis dans le domaine de la communication, moi je ne pas cracher sous show médiatique ça, parce que dans place libre, je t'ai fait même bagaille et je t'ai conseillé ça. Et tout cela, Garibodo, qui me remplace à la primature, va bénéficier avec l'avènement de Laurent Lamotte, une aura qui pourrait le permettre et même partie prenante dans ensemble de projets ça. En plus de gouvernement Lakay, nous connaissons l'autre et des peuples, Corée étudiant, restaurant communautaire, petit maman chérie, et puis question psugo, l'école gratis là. Donc vous allez voir que en même temps, tous ces projets et plans sociaux vont être mis en œuvre par le gouvernement, chapeauté par le Premier ministre
piloté par un ensemble de ministres, pour quel résultat? Si ce programme arrive à exécution, mais c'est clair que PIA a reconstruit. En conclusion de la saison 1 de ce podcast, je dirais que j'ai aidé, j'ai accompagné Michel Martelly dans la prise de pouvoir, j'ai continué d'accompagner des premiers ministres et des ministres des gouvernements qui se sont succédés lors de son mandat. J'ai donc, à un certain niveau, contribué aujourd'hui au chaos PHTK qui est constaté et par conséquent, j'ai participé à l'échec de ce pays. J'assume mes choix et je prends ma part de responsabilité. Peut-être que Myrland Maniga aurait fait une meilleure présidente que Michel Martelly. Sans doute, si les présidents étaient nommés. Mais Myrland Maniga ne pouvait pas, à mon avis, gagner une élection, surtout pas avec Michel Martelly comme adversaire. D'ailleurs, on l'a vu quelques années plus tard, même nommée comme présidente, elle n'a été qu'une marionnette entre les mains d'Ariel Henry. Et aujourd'hui, elle est morte, politiquement. Ce podcast est désormais disponible sur notre site internet ijcgroup.com et sur nos pages YouTube et Facebook à l'adresse IJC le podcast ou Stéréo 1804, sur Spotify en audio et sur toutes les autres plateformes intelligentes. Continuez de vous abonner. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et continuez de partager ce lien pour permettre à d'autres de nous rejoindre. L'épisode que vous venez de suivre est sponsorisé par MH Mode Révolution, Prime Mortgage Financial LLC et le CISC, Centre Investigation et Sécurité Canada.